nous replonge dans les méandres de l'histoire tumultueuse du Congo, revivant à travers un programme spécial, bilan et perspective, le temps fort et les moments faibles du secteur essentiel de la vie congolaise. Économie, santé, éducation, énergie, infrastructure, culture, sport, politique. Le 60e de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est sur la radio-télévision nationale congolaise et nulle part ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous. La corruption, par essence, comme on le sait très bien, est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le but, pour les corrupteurs d'abord, d'obtenir des avantages et pour les corrompus, d'obtenir une rétribution en échange, bien sûr, de sa complaisance. Eh bien, la corruption, c'est fléau qui détruit littéralement les économies, nécessite bien des questions. En République démocratique du Congo, est-ce que l'homme congolais est foncièrement corrompu? Une chose est vraie, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en a fait son cheval de bataille. Plusieurs mécanismes sont mis en place pour endiguer, voire mettre fin à la corruption en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? L'émission de ce soir, question d'actualité, reçoit pour vous le professeur Sylvain Tshikoji Bumba, philosophe et expert en éthique appliquée, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Et c'est d'ailleurs avec ça que nous allons essayer d'éplucher cette matière aussi sensible qu'est la corruption. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur. Comme je viens de le dire tout à l'heure, vous êtes philosophe, mais aussi expert en éthique appliquée. Parlez-nous un peu de l'éthique appliquée avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, notamment parler de la corruption. Ok, l'éthique appliquée, c'est justement cette matière qui traite de toutes les questions qui ont des implications avec l'éthique comme telle. Alors là, on peut spécifier la question en allant parler par exemple de la corruption. On peut aussi parler de la gestion des institutions sociales et ainsi de suite. Donc l'éthique appliquée vise l'ensemble de toutes les questions éthiques, donc qui ont un rapport avec l'éthique comme telle. Ouais. Revenons au vif du sujet, la corruption, professeur. Est-ce le Congolais est foncièrement corrompu? Oui, mais est-ce un problème de structure mentale de la population d'une manière générale? Oui, il faut situer dans le temps. Vous savez, comme dit Emmanuel Kant, la question éthique doit être traitée aussi bien dans le temps que dans l'espace. Nous sommes dans le temps d'aujourd'hui, et nous sommes dans l'espace qui est la République démocratique du Congo. Et ici, je dois dire ceci que est-ce que l'homme congolais est foncièrement corrompu? Je pense fondamentalement que l'homme congolais a cette tare en lui parce que dans les gestes, dans le langage, dans le comportement habituel, ça respire de la corruption. Je vais vous le décrire. Vous voyez un parent qui a un enfant à l'école primaire, qui va corrompre l'enseignant pour que l'enfant passe de classe. Et il va continuer jusqu'à l'université, en train de corrompre à tout moment. Et l'enfant sait que je suis passé d'une classe à une autre parce que mes parents avaient corrompu. Et c'est cet enfant qui va se retrouver au Palais du Peuple, qui va se retrouver au Sénat, qui se retrouve comme mandataire public et qui se retrouve également comme ministre. Comment voulez-vous qu'on ne parle pas de l'homme congolais? Et cela va devenir sa seconde nature. C'est devenu une seconde nature, comme vous le dites. Et cela à tous les niveaux. Je vous donne un autre exemple. Il y a ce qu'on appelle les petites corruptions qui se font soit sur la route. Un policier, ce qu'on appelle abusivement roulage,
Ces gens-là, ils n'arrêtent que les personnels. Et quand il arrive, il vous dit, vous n'avez pas le cache-nez. Il vous dit, il faut tout cela bien. Vous sortez 1000 francs, vous lui donnez. C'est de la corruption. Est-ce que cela n'est pas lié, s'il faut le dire ainsi, à la situation économique ou sociale de Congolais également? Je ne pense pas du tout. Ça, c'est quelque chose de quand on a plus grave. Une pension pareille à la corruption, il va y avoir une cause. Oui, ça, je vous parlais de petites corruptions. Mais il y a des corruptions qui sont beaucoup plus grandes. Les gens qui sont, par exemple, les mandataires publics, des professeurs d'université, qui acceptent la corruption ou qui corrompent pour avoir des promotions. Ça, ce sont des grandes corruptions. Mais il y a des corruptions criminelles. Ceux qui arrivent même jusqu'à la mafia, comme le président de la République l'a dit dernièrement. Vous voyez ça? Donc ça, ce sont des criminels. Et toute cette pratique de la corruption, c'est ce que j'appelle le démon de la dérive au Congo. La dérive politique, la dérive économique. Alors, ici, j'ai dit, ce démon de la dérive est très ancré dans notre mode de vie, dans notre mode de comportement et dans notre mode d'action. Ce qui fait que le pays ne peut pas décoller d'un seul instant. Pourquoi? Parce qu'il y a tout cela. Et le chef de l'État, comme vous l'avez dit, il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il a créé des instances importantes pour pouvoir lutter contre cette gangrène qui déstabilise ou qui ne permet pas le pays à avancer à tous les niveaux, dans les institutions sociales, dans les institutions politiques, au niveau de la population elle-même. Et donc, je dois conclure que, au regard de tout cela, l'homme congolais peut être défini comme un être corrompu foncièrement. Corrompu foncièrement, puisque nous parlons également de la lutte contre la corruption. Et quand on parle de lutte contre la corruption, on voit des mécanismes mis en place pour essayer d'endiguer ces fléaux qui, je l'ai dit au début de cette émission, est capable de faire partir en fumée toute une économie. Et c'est extrêmement grave. Comment entrevoyez-vous les mécanismes mis en place? Oui, il y a d'abord, il faut parler des conséquences. Vous avez la création de plusieurs agences, et vous avez aussi de l'autre côté l'inspection générale des finances pour les cas de la gestion des ressources publiques. Comment entrevoyez-vous tout cela? Oui, des conséquences non néfastes au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Ça, nous le savons. Maintenant, le chef de l'État, il a pensé qu'il est temps de lutter contre ce démon de la dérive, qui est la corruption. C'est ainsi qu'il va mettre en place des mécanismes rationnels et raisonnables pour pouvoir combattre ce démon. Malheureusement, il y a un dysfonctionnement au niveau de ces agences-là. L'IGF fait son boulot correctement. Ça, je dois vous le dire sincèrement, j'ai fait quand même des enquêtes, j'ai rencontré certains responsables de l'IGF. Le travail est bien fait. Voulez-vous dire par correctement, parce que certains pensent correctement, c'est-à-dire que outrepasse ses prérogatives. Oui, je pense que ceux qui sont impliqués ont ce langage habituel qui est le langage politicien pour pouvoir déstabiliser. Il y a un peu un côté marketing plus prononcé. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout, puisqu'on n'est pas habitué à un tel mécanisme qui doit dénoncer, qui doit frapper dur. On n'est pas habitué à ça. L'impunité, la question de l'impunité, c'est justement ça. Ils sont habitués, ils ont ce démon de l'impunité en eux-mêmes. Donc, par conséquent, ils ne peuvent que battre tout ça. Mais le problème, c'est que il faut que tous les mécanismes, toutes les agences que le chef de l'État a mises en place puissent travailler. S'il y a une qui travaille correctement, comme je le dis, et une autre qui boite, qui n'arrive pas à sortir. Par exemple, cette agence de lutte contre la corruption, on ne voit pas, c'est que sur le terrain, ce qui se fait, c'est réduit justement à quelques publicités à la télévision, par exemple. Et c'est plus les volets pédagogiques. Le volet pédagogique devrait avoir deux aspects. L'aspect pédagogique qui est l'éducation. Et cette éducation devrait aller à la base même. Il faut aller dans les écoles primaires, il faut aller là où il y a les parents, il faut aller là où il y a les étudiants.
faire des conférences, parler, donner, changer même le système d'éducation. Vous voyez ça? Et au niveau de la lutte, c'est qu'on a appelé coordination de changement de mentalité. Mais ça change quoi? Quelle mentalité? Puisque c'est toujours des petites choses qui passent sporadiquement. Et ça n'a pas un impact important, un impact social dans notre communauté. Non, ceci dit, ce sont des institutions de trop dans la lutte contre la corruption. Oui, c'est trop. Mais ça ne peut pas être trop. Le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve une philosophie de fond qui permette à ces agences de travailler fondamentalement sur le mental même de l'homme congolais. Vous voyez, j'apprenais ici qu'il y a des points que les étudiants, les professeurs dont nos étudiants, par le passage, par le canal, le biais de la corruption, de l'argent ou une pratique sexuelle, des choses comme ça. Vous voyez ça? Mais qu'est-ce que ces agences font pour changer les mentalités à ce niveau-là? Est-ce que les professeurs qui ont corrompu ou qui corrompent encore aujourd'hui sont-ils interpellés? Là, j'arrive à ce que vous avez appelé la justice. Vous savez que la justice et l'état de droit marchent ensemble. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas une nation qui peut s'élever, comme le chef de l'État a toujours répété ça. Mais nous avons l'impression que, même au niveau de la justice, il y a encore des magistrats, il y a encore des gens qui sont dans le système de corruption, qui pratiquent la corruption, qui acceptent la corruption, qui sont corrompus, et à ce moment-là, ça ne marche pas. Mais nous ne disons pas tous, il y en a qui sont sortis de ce carcan, de ces démons, qui se sont libérés de ces démons, et qui vivent aujourd'hui dans la vision même du chef de l'État. Alors, à ce niveau-là, lorsque on apprend que il y a un homme politique qui est allé corrompre au Parlement ou au Sénat, mais justement la justice doit, au nom, juste pour les soupçons, interpeller la personne pour qu'il donne des explications. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi vous êtes soupçonné d'avoir corrompu? Mais la justice ne fait rien. Quand vous apprenez que tel a volé ou il a détourné des fonds, des deniers publics, mais pourquoi la justice n'interpelle pas la personne, même si c'est un soupçon, comme ça se fait par ailleurs? Et donc, je pense que de ce point de vue-là, les agences peuvent être encore relancées et ils peuvent encore s'initier à l'éthique même, ce que j'ai appelé l'éthique appliquée, à l'éthique même de la gestion d'une telle agence. Puisque ceux qui gèrent les agences ou qui doivent aller rencontrer des agences, il faut voir s'ils sont dans cette éthique. Non, donc le tout passe par le choix des acteurs. Cela doit être beaucoup plus clair. Oui, mais écoutez, je ne fais pas un jugement sur les acteurs qui animent les agences. Mais je voudrais dire que je voudrais interpeller les acteurs à faire le travail beaucoup plus profondément, donc c'est-à-dire aller jusqu'à la base avant de passer ce que j'appelle la répression chirurgicale. C'est-à-dire deux aspects. L'aspect éducationnel, qui va à la base pour éduquer, pour renouveler la classe, ou renouveler notre population. Et le deuxième aspect, c'est ce que j'appelle la répression chirurgicale. C'est-à-dire qu'on soupçonne un mandataire public, on soupçonne un député pour avoir corrompu ou pour avoir reçu de la corruption, et ce député doit être puni sévèrement. Et donc c'est ça ce que j'appelle la répression chirurgicale, et c'est de cette manière-là que nous pouvons sortir de ces démons ici. Professeur Sylvain Tchoukoji, votre entendement, le fait que le chef de l'État parle d'une mafia, c'est-à-dire la corruption a atteint son paroxysme, oui. Est-ce vrai la RDC a atteint ces niveaux de choses? Mais c'est la plus mafia que ça. au sein de l'armée, oui. La mafia au sein des institutions de la République, dans toutes les échelles de la vie sociale. Mais justement, c'est le président a pleinement raison, et il l'a compris. Il a compris déjà au départ, et maintenant, après avoir mis en place toutes ces agences, il découvre que cette mafia continue. Vous n'allez pas me dire que la guerre de l'Est, là, c'est une guerre qui est normale. Il y a des gens qui sont dans cette mafia-là, dans l'armée également. Vous l'avez découvert. Comment un général d'armée, qui est responsable, peut-il donner une fausse information à son chef? Ça, c'est terrible. Et une telle personne ne doit pas encore circuler, ne fût-ce qu'une journée. C'est la justice qui devait l'interpeller.
il y a la justice militaire, justement, évidemment. Comme cela ne se fait pas, peut-on dire à l'heure actuelle que cette mafia est plus forte que le pouvoir public? Elle est plus forte, vous savez. Ça demandera quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de tact et beaucoup d'intelligence pour vraiment nous libérer de ces démons, de cette mafia qui gangrène vraiment tout le fonctionnement de notre pays. Et quand vous dites beaucoup de tact, quels sont les mécanismes finalement à mettre en place? Parce que avec les agences, vous venez de le dire tout à l'heure, l'efficacité n'est pas tout à fait avérée, l'IGF se comporte bien, l'appareil judiciaire, il faut encore nettoyer. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Moi, je vous dis que le problème n'est pas les institutions. Le problème que nous avons ici, c'est la crise d'hommes. Nous avons une crise fondamentale, profonde d'hommes. Des hommes honnêtes, des hommes justes et des femmes, justement, quand je parle de l'homme, c'est au majuscule. Donc, des hommes et des femmes qui ne sont pas capables d'être honnêtes, de se poser la question fondamentalement sur la philosophie même de la gestion, en se disant qu'est-ce que je dois faire individuellement face à une telle situation. Et voilà par exemple la question de l'éthique se pose ici, l'éthique individuelle. C'est à ce niveau-là que les agences doivent s'attaquer, l'éthique individuelle. Mais chaque fois je me pose la question, où est passé le bien-faire des médecins? Un médecin qui est là, mais il va choisir quelqu'un d'autre qui lui donne un peu plus pour qu'il le soigne, alors que le pauvre ne peut pas avoir l'accès. Où est passé le bien-faire d'un homme politique, le bien-faire d'un ministre, le bien-faire d'un député, d'un sénateur? Vous avez vu dernièrement, comment vous pouvez comprendre qu'un monsieur qui a été Premier ministre, qui a détourné les deniers publics, qui a détourné des fonds alloués à un service public, et on le couvre au sein du Sénat. Mais ça, c'est très grave. Et ça, c'est une obstruction qu'on fait contre la justice. Et là, ce sont des faits très graves. Et le président du Sénat devrait être normalement interpellé pour qu'il dise pourquoi cette personne ne peut pas être entendue par la justice. Donc tout ça, c'est des problèmes. Donc, j'ai dit que le problème que nous avons ici, c'est la crise d'hommes. Vous savez que quand le fait président, paix à son âme, Étienne Tshisekedi Tshilombo, toute la lutte qu'il a fait pendant 40 ans aujourd'hui, c'est la lutte contre les antivaleurs. Vous voyez ça? Depuis Mobutu, avant Mobutu et aujourd'hui, et nous sommes là en train de lutter contre ces antivaleurs. Et les antivaleurs sont incarnés par des hommes. Et c'est là où il y a la crise. Donc c'est là où on doit aller, où on peut s'attaquer à ces hommes qui sont encore aujourd'hui dissimulés dans le pouvoir et qu'on doit démasquer et puis extirper de la scène politique. Professeur Sylvain Tshikoji, je viens de le dire tout à l'heure, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Je me suis intéressé à celui-ci qui est un outil pédagogique à lire les contenus. Vous parlez de la gestion des institutions sociales et ressources humaines. Parlez-nous un peu de cette gestion, parce que la corruption à petite échelle, c'est aussi dans le personnel, dans le choix, dans les recrutements au sein des entreprises, soit public également. Oui, tout à fait. C'est justement cela, ce que j'ai enseigné aux étudiants. Vous savez que j'ai pris une option de ne pas enseigner des étrangers, mais d'enseigner ma pensée, ce que je pense sur l'une ou l'autre question qui nous concerne nous autres, comme avaient pensé les autres, les philosophes que nous avons connus. Et alors, parmi les titres, vous parlez également du système de rémunération en République démocratique du Congo. Est-ce que ce système serait-il également à la base de la corruption? Oui, justement, tout cela, il faut voir aussi l'État. Mais ça a été conditionné par cette crise d'hommes. Comment vous pouvez comprendre qu'un directeur qui est chargé de payer, qui engage un travailleur, et qu'à la fin, il lui coupe son salaire. Il lui dit, non, moi je prends la part, et vous prenez aussi. Ou peut-être, nous avons le cas de nos soldats, à tout moment. On envoie leur solde, par exemple, ça arrive, et le chef, lui, il va prendre la grande partie et il leur donne des billettes. Comment la personne peut travailler? La rémunération, pourtant, c'est une motivation positive qui peut aider la personne à s'épanouir, aussi bien sur le plan social et sur le plan du travail qu'il fait. Mais quand on n'arrive pas à le faire, et surtout cela est beaucoup plus récurrent,
dans les milieux des institutions sociales, des institutions publiques que nous avons ici. Et donc, à ce niveau aussi, le problème de la corruption est récurrent. Et donc, il faut s'attaquer à ce niveau. C'est pourquoi vous avez entendu dernièrement que le président de la République a demandé au ministre des tutelles d'engager des mesures conservatoires, juste pour aider ces institutions à sortir. Puisqu'on ne peut pas avoir les gens qui ont été dans un système de corruption, dans la pratique diabolique, comme j'appelle satanabolique, et une telle scène politique, et qui sont des mandataires. Et les cas de la République démocratique du Congo, professeur, finalement, doit-on aller vers une répression à la démesure pour qu'enfin l'homme congolais puisse comprendre son rôle pour le développement du pays? Mais je viens de dire qu'il faut, le deuxième aspect que j'ai évoqué ici, j'ai parlé de la répression chirurgicale. Donc c'est une répression qui va à la démesure. Il ne faut pas avoir pitié de ça s'il faut changer le pays. Il faut arriver à casser cela avec beaucoup de force et de détermination. Je pense que le chef de l'État est encore gentil pour laisser déborder, par exemple, qu'on puisse avoir des mesures conservatoires pour que ces gens-là puissent pour que ces gens-là partent. Mais vous avez appris qu'il y a une question de cartes, des mandataires publics, des hommes politiques qui ont des cartes qui les utilisaient à la banque centrale, des cartes Visa, juste pour prendre l'argent du trésor public. Mais, mes chers amis, vous voulez que le pays avance comment? Mais ces gens doivent être interpellés, la justice doit faire son travail. On doit interpeller ces gens, les coffrer, les enlever de la communauté. Vous savez, quand vous allez dans la tradition africaine, quand quelqu'un était dans cette lignée-là, qui faisait du mal à la communauté, qu'est-ce qu'on fait? On l'écartait de la communauté. On l'écartait. Je donne un exemple, quelqu'un par exemple qui courait avec les femmes d'autrui et tout ça, on lui mettait ce qu'on appelle chez les Balouba l'oussala. L'oussala, ça signifie on lui vide le stock spermatique. Et donc pour qu'il ne puisse pas aller encore une deuxième fois ailleurs. Et donc on ferait la même chose aujourd'hui avec tous ces mandataires publics. Leur place n'est pas dans la société, mes chers amis. Leur place n'est pas dans des institutions. Leur place est à Makala ou bien à Lesoum. Donc c'est là où ils peuvent être. Et je pense qu'ici, il faut interpeller directement la justice. Que la justice fasse son travail. Comment voulez-vous? Un procureur de la République, son métier c'est quoi? C'est de chercher la faute. Est-ce qu'il cherche la faute? On a soupçonné ces gens avec carte de visa. Est-ce que vous avez entendu que la justice a interpellé l'autre personne? Non. Il y a beaucoup de gens qui sont au Sénat là et au Parlement. On dit l'humilité, on ne peut pas élever ça. Mais quand même, il faut trouver des mécanismes pour sortir ces gens de l'or. On a vu ça en France, on a vu ça aux États-Unis. Pourquoi ça ne s'appliquerait pas chez nous ici? Professeur, là vous me rappelez certaines questions de l'opinion, parce que ces derniers temps on s'interroge. On voit plus une justice politique, une répression plus politique que réelle, c'est-à-dire les gens qui sont plus dans les collimateurs de la justice, c'est plus les hommes politiques. Et les hommes politiques d'hier, ne voyez-vous pas que c'est une forme de justice à deux vitesses? Oui, le système, c'est pas aujourd'hui qu'on va les déboulonner. Nous sommes en train, c'est un processus. Puisque ces gens-là sont encore dans le système. Parce que les voleurs, on ne parle pas seulement de voleurs d'hier. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, il y a également des actes de corruption et de détournement. Oui, absolument. Pourquoi la justice n'en parle pas? Mais justement, nous sommes en train d'interpeller, vous et moi, sommes en train d'interpeller la justice. Je disais au début qu'il y a dans la justice là, certaines personnes qui sont encore dans le système, qui sont des politiciens avérés, mais qui jouent le jeu du système de corruption que nous avons connu hier ou avant-hier. Il faut une sorte de nettoyage systématique. Absolument, il faut un nettoyage systématique, et même je dirais systémique, pour pouvoir enlever ces gens du système, de la communauté. Ils sont mauvais, ils sont satanaboliques. Donc ces gens-là, il faut les enlever pour que notre pays puisse décoller. Comment voulez-vous? Moi j'ai vu quelques journalistes ici, ces hommes de l'intelligence, comme je les appelle. Mais ces gens, vous les voyez parfois, ils n'ont rien. Mais le problème c'est aussi les journalistes. J'ai appris qu'il y a des journalistes d'investigation à tous les niveaux, même chez les privés. Mais ces journalistes doivent apprendre à être indépendants.
malgré leur pauvreté, mais qu'ils fassent le travail, puisque c'est un quatrième pouvoir. Mais on a l'impression que nos journalistes sont absents. Et ils courent derrière les hommes qui ont de l'argent, surtout les hommes politiques. Mais qui représente ça? Ça fait partie de la politique générale de la gestion du pays. Ça ne doit pas être qui comme ça. représente la presse vis-à-vis de ces hommes forts. Mais justement, la presse, elle peut représenter quelque chose s'il y a le retour à l'éthique même du comportement. Et ici, on voit que la déontologie qui a été celle des journalistes n'est plus appliquée. Et une lorsqu'il qui peut accepter un corrompu, un homme politique qui lui donne de l'argent pour aller dire des mensonges. Et l'État laisse ces journalistes-là, la justice n'interpelle pas. Alors tout ça, c'est vraiment... nous sommes dans une jungle où on ne respecte pas la loi. Il faut que la loi soit appliquée avec beaucoup de rigueur. On en retrouve presque dans tout le corps des métiers. Mais justement, tous les corps des métiers, s'il n'y a que la corruption, il y a le désordre, il y a tout ça, il faut que cela soit réglé. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, il faut que la justice apprenne à faire le travail pour élever notre pays. Quand on dit que la justice élève une nation, mais de quelle manière? Il faut des hommes qui prennent le risque de mourir pour leur patrie. Mais ici, il n'y en a pas. Et cela doit être expliqué aux enfants au bas âge. Moi, je vous dis que j'ai donné cours aux enfants ailleurs. J'ai donné le cours de philosophie du droit aux enfants de l'école primaire. Nous, les professeurs d'université, il faut avoir une certaine pédagogie, ça s'apprend. On a une agrégation pour ça. On peut aller à ce niveau-là, donner cours aux enfants pour leur expliquer que la corruption est une gangrène qui détruit la société, qui détruit le bon fonctionnement de nos institutions. Il faut que les professeurs d'université, les professeurs à tous les niveaux, puissent revenir au fondamental et qu'ils puissent éduquer notre peuple, nos enfants à partir de la base. C'est ça la difficulté avec les agences de lutte contre la corruption, les agences de changement de mentalité. C'est là où ils doivent aller. Un grand travail au retour aux fondamentaux. Professeur Sylvain Chikoji, parlez-nous un peu de cet ouvrage. L'humanité et le devoir d'humanité vers une nouvelle destinée pour l'Afrique. C'est à l'échelle africaine. Parlez-nous un peu de son contenu. Oui, le contenu de ce livre, je faisais une réflexion sur les agences internationales qui, à un certain moment, ont perdu le sens même de l'humanité. Vous voyez? Et ils jouent le jeu de l'humain, mais en réalité, ils détruisent. Vous avez vu, par exemple, les transnationales qui sont dans notre pays, à l'est du Kivu, donc à l'est du pays. Vous savez que ces gens qui viennent chez nous, ils nous donnent des miettes pour nous tirer beaucoup plus de profit. Les guerres que nous connaissons, c'est les guerres qui viennent de ces gens-là. C'est pourquoi je parle de l'économie des guerres. J'ai parlé de tout cela en 2010. Vous trouverez un sujet là-bas où je parle des démons de la dérive. Il y a l'impunité, il y a aussi la corruption, il y a tout cela. Je le dis en 2010. Et donc, j'ai interpellé justement les instances internationales, comme l'ONU, comme le FMI, et tout ça, et la Banque mondiale. C'est des agences qui sont au service d'eux-mêmes et non pas au service des nations. Où est-ce que vous avez vu l'ONU mettre la paix? Dans quel pays? Où est-ce que vous avez vu l'ONU terminer la guerre? Dans quel pays? Nous avons la MONUC ici, je m'excuse de le dire, hein, et la MONUC est ici, beaucoup d'années. La guerre de Kivu, aujourd'hui, nous parlons de l'état de siège que le chef de l'État vient de prendre. Une diplomatie agissante qui va amener la paix à l'est du pays. Mais la MONUC est ici. Elle est toujours impliquée dans les mafias aussi. Donc il faut y aller jusqu'à ce niveau. On sent la pertinence de cet ouvrage, c'est-à-dire la partie est du pays, la RDC qui est le ventre mou. Oui. Pratiquement la situation sécuritaire dans le pays. Ceci dit, c'est la partie où la corruption règne à maître également, s'il faut le dire. C'est pratiquement ça, c'est ça la difficulté. Et la grande difficulté, c'est les multinationales, c'est les agences des Nations Unies, eux également, qui sont à la base. C'est l'ensemble. Ce sont ces gens que j'appelle les satanaboliques. Vous voyez, les agences de l'État, les agences de l'ONU, là, ils sont là pour leur business. Ils ne sont pas là pour nous. Vous voyez, ils ont fait combien d'années ici? Ben, le pays a beaucoup déboursé. Plus gros contingent de Nations Unies. Ça y est, chez nous, pourquoi il n'y a pas de paix à l'Est? Parce qu'ils sont dans la mafia. Le président l'a dit. Nous avons nos militaires
qui sont dans la mafia, qui vendent même les tenues de nos militaires. Dans la mafia, ils sont en connivence avec les rebelles, qui ne sont pas des rebelles congolais, mais qui sont les rebelles venus d'ailleurs. Et nous avons les politiciens qui sont ici. D'autres sont encore dans le gouvernement. D'autres sont au palais du peuple. Mais qui sont en connivence avec les rebelles, ceux qui tuent nos frères là-bas. Pourquoi on n'interpelle pas ces gens? Pourquoi on ne cherche pas à garder ces gens dans le froid? Professeur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de questions d'actualité de ce soir. Oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je voudrais remercier le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa lutte contre cette mafia, contre ce démon de la dérive que j'appelle la corruption et l'impunité, et ainsi de suite. Je remercie aussi le parti, la hiérarchie du parti, de son parti, qui est l'UDPS, qui lutte aussi à sa manière à changer les choses dans ce pays, mais surtout à se pencher sur le social de notre peuple, puisque la corruption a entamé même le peu du social que nous avions. Et donc, j'encourage le chef de l'État, j'encourage la hiérarchie de l'UDPS et j'encourage toutes les bonnes volontés, par exemple les jefs qui luttent avec beaucoup de risques à ce que le pays change et prenne la direction de la paix et du progrès et du bonheur partagé. Et c'est par ces mots que nous mettons un terme à la question d'actualité de ce soir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis de là où vous êtes. Je rappelle que nous recevions sur ces plateaux le professeur Sylvain Chikojibumba, philosophe et expert en éthique appliquée. Avec lui, nous avions parlé de la corruption dans toutes ses facettes. La République démocratique du Congo a besoin d'hommes nouveaux. La RDC a besoin d'une population dont la structure mentale répond à l'éthique et à la déontologie d'une manière générale. Nous vous disons merci et bonsoir chez vous. Merci. 30 juin 1960, 30 juin 2021, la République démocratique du Congo, 61 ans. Indépendance, à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la radio-télévision nationale congolaise nous replonge dans les méandres de l'histoire tumultueuse du Congo, revivant à travers un programme spécial, bilan et perspective, le temps fort et les moments faibles du secteur essentiel de la vie congolaise. Économie, santé, éducation, énergie, infrastructure, culture, sport, politique. Le 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est sur la radio-télévision nationale congolaise de nulle part ailleurs.